Très chères étudiantes et étudiants, bonjour, ainsi qu'à papa, maman, s'ils me regardent, et à mes petites filles chéries. Aujourd'hui, nous allons parler des déterminants, un des objets mathématiques les plus fascinants et aussi un des plus rigolos, voire des plus hilarants. Nous savons, ou nous devrions savoir, qu'une matrice de 2 est inversible si et seulement si une certaine combinaison de ses coefficients est non nulle. Cette quantité s'appelle le déterminant de la matrice. Ça y est, on sait ce qu'est le déterminant. Ah oui, enfin, seulement pour une matrice de 2. Pour n strictement plus grand que 2, d'abord on ne sait pas si une telle quantité existe, ensuite on n'a aucune idée de ce à quoi elle peut ressembler. Mais quand ces menus détails seront réglés, on aura résolu plein de problèmes passionnants, croyez-moi. Pour généraliser, il faut bien regarder. Comme dans les problèmes, trouver une suite logique à cette suite illogique. Pour ça, on donne un nom différent au coefficient, une lettre pour la colonne et un numéro pour la ligne. On pourrait faire exactement l'inverse d'ailleurs. Et ça donne ça pour le déterminant de 2. Deux termes du type A, B, avec des numéros 1, 2, dans un ordre différent à chaque fois, et un signe qui change. Bon, ça n'est pas encore tout à fait suffisant pour voir la logique de la chose. Alors pour n égale 3, on retrouve à nouveau des termes du type A, B, C, avec comme indice 1, 2, 3, dans tous les ordres possibles, avec des signes positifs ou négatifs. Pour n strictement plus grand que 3, on voit à peu près ce qu'on devrait avoir comme terme. Mais pour les signes, c'est plus mystérieux. Ah, les signes. Les signes. Combien de livres, de polis, de pages web, de tweets, de posts sur les forums, de vidéos sur YouTube sur cet épineux sujet. On considère donc comme objet les permutations des indices 1, 2 jusqu'à n. Donc voici deux exemples. Le premier d'une permutation des indices 1, 2, 3, 4 et le second des indices de 1 jusqu'à 8. Donc il s'agit simplement d'écrire les indices dans un ordre différent. L'ensemble de ces permutations, soit dit en passant, se note S indice n. Le déterminant va s'écrire comme une somme de termes, 1 pour chaque permutation, ici n est égal à 3, et chaque terme est affecté d'un signe que j'ai noté epsilon de I1, I2, I3 pour la permutation I1, I2, I3. Ce signe répond au doux nom de signature de la permutation. Il y a deux règles pour calculer ce signe. D'abord, permuter deux indices dans la permutation change le signe. Ensuite, le signe affecté à la permutation triviale, c'est-à-dire celle où les indices sont dans l'ordre usuel, 1, 2, 3, est plus. Il se trouve que ces deux règles suffisent largement à calculer la signature de toute permutation. Par exemple, 1, 2, 3 a pour signature plus 1, c'est la règle numéro 2. Si j'échange 1 et 2, j'obtiens une permutation de signature moins 1, puisque j'ai permuté deux éléments. Si j'échange 1 et 3, à nouveau, je modifie le signe, la signature de la permutation, et je retombe sur plus 1. Plus généralement, s'il faut k permutations pour passer de la permutation triviale, c'est-à-dire 1, 2 jusqu'à n, à la permutation qui m'intéresse, alors la signature de celle-ci est moins 1 à la puissance k. Simple, n'est-ce pas? Mais il y a un petit problème. C'est qu'une permutation donnée, eh bien, il y a plein de façons de l'obtenir en faisant ces transpositions, ce qu'on appelle des transpositions en permutant deux éléments. Par exemple, 2, 1, 3. On peut l'obtenir à partir de 1, 2, 3 en permutant les positions 1 et 2, ce qu'on note T indice 1, 2. Mais on peut aussi l'obtenir en permutant successivement les positions 1 et 3, puis les positions 2 et 3. Attention, on permute les positions, pas les chiffres. Puis 1 et 3 à nouveau. Donc, cette fois, je n'ai plus une, mais 3 transpositions pour arriver à ma permutation. Il faut donc vérifier que tous les chemins de transposition pour arriver à une permutation donnée comptent un nombre de transpositions qui a la même parité. Ici, c'est le cas, puisque
dans les deux possibilités que j'ai indiquées, j'ai 1 et 3 permutations, c'est-à-dire 2 nombres impairs. La preuve que cette parité est toujours la même consiste en fait à donner une toute autre formule pour la signature qui, elle, ne dépendra pas du chemin de transposition. Voici comment on procède. Sur un exemple. J'ai donc écrit une permutation et je vais la décomposer en cycles. Alors, partons de 1. Son successeur est 3, c'est l'indice qui est en position 1. Pour le successeur de 3, on regarde l'indice qui est en position 3, il s'agit de 5. En position 5, l'indice est 6. En position 6, l'indice est 4. En position 4, on revient à l'indice 1 de départ. C'est ce qu'on appelle un cycle de la permutation. On recommence ensuite en partant d'une position qu'on n'a pas encore écrite dans le cycle, par exemple 2. Son successeur est 8, puis on revient à 2, donc c'est un cycle plus court. Et puis après, il ne reste plus comme indice que 7, qui est en face de lui-même, donc qui forme un cycle à lui tout seul. Cette permutation de 8 éléments comporte donc 3 cycles, et sa signature est moins 1 à la puissance 8 pour le nombre d'éléments, moins 3, le nombre de cycles. Donc moins 1 puissance 5, on retrouve bien sur moins 1. Alors, quel rapport, me direz-vous, non avec la choucroute, mais avec la définition précédente, à l'aide de transposition? Eh bien, c'est tout simplement la même chose. Ça nous donne donc une définition indépendante du chemin de transposition. Bon, alors je prouve maintenant que c'est la même chose. Il faut vérifier 2 choses. D'abord que la permutation triviale, 1, 2, 3 jusqu'à n, a pour signature plus 1. C'est le cas, puisque chaque élément est en face de lui-même, donc chaque élément constitue un cycle à lui tout seul. Il y a donc n cycles, et on trouve comme signature moins 1 puissance 0, c'est-à-dire 1. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, il faut étudier l'effet d'une transposition. Alors, disons qu'on a une permutation I1, I2 jusqu'à IN, et que l'on transpose les positions K et L. On les permute. Alors, 2 cas peuvent se présenter. Le premier cas, c'est celui où I indice K, I indice L sont dans des cycles différents. Alors, quand je les échange, eh bien, L va être envoyé sur IK, et K va être envoyé sur IL, et donc ces 2 cycles n'en forment plus qu'un après la permutation. On a un cycle en moins. Deuxième cas, ils appartiennent au même cycle. Alors, je fais la même opération, j'échange IK et IL, donc L est envoyé sur IK, K est envoyé sur IL, et je me retrouve avec 2 cycles au lieu d'un. Un cycle en plus. Mais si le nombre de cycles change d'une unité, eh bien ça signifie que dans ma formule epsilon égale moins 1 puissance n moins le nombre de cycles, eh bien epsilon change de signe. On se retrouve donc avec la même propriété que permuter 2 éléments change le signe de la signature. Les 2 définitions sont donc identiques. Nous avons donc notre matrice NN avec des colonnes A, B, C, etc. et des lignes numérotées de 1 à n. Le déterminant est défini comme une somme de termes, 1 pour chaque permutation des indices 1 jusqu'à n, et le signe est la signature de la permutation, définie soit comme plus 1 s'il faut un nombre pair de transposition pour passer de la permutation triviale à la nôtre, moins 1 sinon, soit comme plus 1 si n moins le nombre de cycles est pair, et moins 1 sinon. Question, sommes-nous contents? Réponse, oui, car nous avons une formule pour définir le déterminant. Chacun sait que tout le monde adore les formules, et il ne reste plus qu'à étudier cette formule magnifique pour étudier le déterminant. Oui, mais en fait non, on n'est pas du tout content, parce que dans cette formule, il y a autant de termes que de permutations de n éléments, c'est-à-dire n factoriel. Alors, pour une matrice 100 par 100, ce qui est vraiment pas beaucoup dans beaucoup d'applications, on peut en avoir facilement des milliers ou des dizaines de milliers de lignes, ça donnera comme nombre de termes, mais déjà 100 par 100, ça donnera comme nombre de termes
quelque chose qui est très très supérieur au nombre d'atomes dans l'univers. Ça fait beaucoup d'occasions de faire une erreur de signe dans la signature de la permutation. Et vous savez que certains collègues, malheureusement peu attentifs, peuvent se tromper près d'une fois sur 5, voire sur 4 dans le signe. Oui, mais en fait, on est content quand même, parce que qui dit formule, jolie formule en tout cas, dit propriété, symétrie, et donc des simplifications, comme nous allons le voir. Voici 3 de ces propriétés qui caractérisent le déterminant. C'est-à-dire qu'on peut soit déduire ces propriétés de la formule que j'ai donnée, soit déduire la formule de ces propriétés. Et je dois dire que certains collègues, peu scrupuleux, n'hésitent pas à donner ces propriétés comme définition du déterminant. La première de ces propriétés, c'est que le déterminant de la matrice identité est égal à 1. Ça se déduit directement de la formule, parce que les seuls coefficients non nuls, quand on se donne une permutation I1 jusqu'à IN, eh bien ça correspond à I1 égale 1, I2 égale 2, etc. C'est-à-dire que seul le terme correspondant à la permutation triviale est non nul, et il est égal à 1. Ensuite, le déterminant est ce qu'on appelle linéaire par rapport aux colonnes, par exemple par rapport à la première. Donc j'ai écrit ici ce que ça signifie. Notez d'ailleurs que le déterminant se note aussi comme une valeur absolue, bien qu'il ne soit pas forcément positif. Donc ces deux formules, cette propriété de linéarité par rapport à la première colonne, résulte directement de la formule. La dernière propriété, c'est que échanger deux colonnes multiplie le déterminant par moins 1. C'est aussi une conséquence directe de la formule, je ne détaille pas, mais c'est lié à la signature des permutations. Alors ces propriétés, mettons-les au travail. Sur ce premier exemple, j'ai utilisé successivement la linéarité par rapport à la première colonne, puis par rapport à la deuxième colonne. Je peux donc mettre 2 fois 4 en facteur pour obtenir l'égalité que j'ai écrite. Sur cet exemple, j'utilise à nouveau la linéarité par rapport à la première colonne, et j'en déduis que si une matrice a une colonne égale à 0, alors son déterminant est égal à 0. Maintenant, j'utilise la propriété de permutation des colonnes. Si 2 colonnes sont égales, quand je les permute, la matrice ne change pas, donc le déterminant ne change pas, mais par ailleurs, le déterminant est multiplié par moins 1. Et donc, le déterminant est égal à 0. Si une matrice a 2 colonnes égales, son déterminant est nul. Pour finir, 2 dernières observations et une question. D'abord, une matrice diagonale peut s'obtenir à partir de la matrice identité en multipliant chaque colonne par un certain coefficient, la première par 1, etc. On en déduit par linéarité que son déterminant, c'est le produit de ces coefficients. En fait, c'est même vrai pour une matrice triangulaire, ici supérieure. Donc appelons AIJ les coefficients de la matrice. Pour qu'un terme apparaissant dans la formule du déterminant soit non nul, il faut que la permutation I1-IN satisfasse les relations I1 plus petit que 1, puisque AIJ est nul si et seulement si I est plus petit que J, I2 plus petit que 2, etc. jusqu'à I1 plus grand que 1, I2 plus grand que 2, jusqu'à IN plus grand que N. En partant de la fin, on voit que si IN est supérieur ou égal à N, IN égale N. Comme IN est plus grand que N-1, il ne peut pas être égal à N, donc il est égal à N-1, etc. On en déduit ainsi que le seul terme non nul correspond, une fois de plus, à la permutation triviale IN égale N, IN-1 égale N-1, etc. Pour finir cette question, si je multiplie tous les coefficients d'une matrice 3-3 par 2, alors par quoi sera multiplié son déterminant ?